Dans l'économie numérique, les questions technologiques ont été réglées depuis longtemps. On a déployé des infrastructures pour les régler une fois pour toutes. On a déployé Internet, on a envoyé des satellites dans l'espace financés par l'armée américaine pour nous géolocaliser grâce au GPS. Des grandes entreprises financées par la bulle spéculative des années 90 ont déployé des grandes plateformes de cloud computing. Des communautés de développeurs ont mis à notre disposition du code open source. Et tout ça, c'est de la technologie disponible pour les entrepreneurs qui leur permettent de créer des produits qui séduisent des utilisateurs, qui séduisent des clients. Et tous les entrepreneurs qui perdent du temps plutôt qu'à utiliser ces technologies existantes à créer des nouvelles technologies, ils vont dans le mur. Et tout notre système, toute notre culture les entretient dans cette idée que l'important c'est de créer de nouvelles technologies. C'est une confusion qu'il faut continuer de combattre. J'avais été convaincu par un vieux routier de l'édition et un grand connaisseur du marché du livre, c'est qu'un livre qui marche bien, c'est un livre qui est porté par une thèse claire et une thèse si possible clivante. Et donc on avait cette idée qu'il fallait essayer de résumer ou de ramener l'économie numérique à une règle simple, à quelques phrases, à une loi explicative qui résume tout. On avait cet exemple fascinant, par exemple, de l'économie de l'électricité. L'électricité, on comprend toute l'économie de l'électricité, toute l'organisation de la filière électrique si on réalise que l'électricité ne se stocke pas. En tout cas, jusqu'ici, on ne savait pas le stocker. Et toute la filière, toute son organisation, toute la manière de créer de la valeur découle de cette loi. L'électricité ne se stocke pas. Et donc, on cherchait la même chose pour l'économie numérique. Et la thèse qu'on a essayé de mettre à jour, c'est une thèse extrêmement simple qui s'énonce comme ça. Dans l'économie numérique, la particularité de l'économie numérique, c'est qu'elle distribue la puissance, qu'elle décentralise la puissance loin des organisations vers les individus, et que le résultat de ça, c'est que dans l'économie numérique, il y a plus de puissance industrielle, au sens industriel du terme, à l'extérieur qu'à l'intérieur des organisations. La multitude, ces milliards d'individus, sont des individus qui sont de plus en plus éduqués, qui sont de plus en plus équipés de tout un tas de terminaux et d'objets connectés, et qui sont de plus en plus connectés les uns avec les autres. Et quand on utilise connecté en réseau la même application à l'échelle de centaines de millions de personnes, voire de milliards de personnes, ça déploie une puissance que ne peut égaler aucune organisation. Toutes les grandes entreprises numériques se distinguent par la capacité qu'elles ont eue à cesser de se regarder le nombril, se tourner vers leurs utilisateurs, inviter ces utilisateurs dans une alliance et capter au passage une partie de la puissance détenue par ces utilisateurs. C'est une relation qui est privilégiée, qui est créatrice de valeur, mais qui est aussi très exigeante et qui explique le mouvement d'innovation continue dans lequel sont embarquées ces entreprises, parce que l'innovation continue, c'est ce qui leur permet de préserver à tout instant l'alliance avec la multitude de leurs utilisateurs. Et en plus, elles sont fondées. La première, bien sûr, c'est la peur pour nos emplois. D'une part, la robotisation, la mécanisation, la robotisation des fonctions cognitives, c'est en train de remplacer de plus en plus de travail humain. Vous savez qu'il y a des études aux États-Unis qui se demandent en fait si on va détruire plutôt 30 ou plutôt 50% des emplois manufacturiers avec les robots. Et voilà qu'en plus, il y a des gens qui inventent des modèles fondés sur le travail gratuit, sur la captation de la valeur du travail gratuit. Mais c'est pas en le freinant, c'est pas en disant pas de ça chez nous, pas de numérique chez nous qu'on va l'éviter. Peut-être, comme certains en parlent, notamment Bernard Stiegler, il faudra apprendre à rémunérer toutes les contributions, et pas seulement celles qu'on échange contre un contrat de travail, une toute petite partie de notre vie. La seule chose qui est sûre, et je le redis, c'est que si on n'a aucun géant numérique, si on n'a pas la maîtrise de ces technologies-là, de ces industries-là, si on ne sait pas inventer dans ce monde-là, on a encore plus de soucis à se faire que si l'économie française est plutôt à l'aise dans cette économie naissante. Mais c'est une vraie question. La deuxième question, c'est autour des données personnelles. C'est aussi une vraie question. Pour la plupart des médias, comme vous avez sûrement remarqué, on fait un grand pataquès et on mélange allègrement les écoutes illicites faites par échelon, le fait que American Express peut prédire un divorce 2 ans à l'avance, alors que même vous le savez pas encore. Le fait que les big data permettent des stratégies d'action où la décision s'est cachée profondément dans un algorithme dont plus personne ne comprend exactement ce qu'il fait. Donc la première chose dont on est sûr, c'est qu'il faut arrêter de mélanger tous les problèmes de la donnée. Et il faut arrêter d'ailleurs de croire que toutes les données sont des données personnelles. Donc non, la hauteur du Mont-Saint-Michel n'est pas une donnée personnelle. Il y a aussi des données qui créent de la valeur bien autrement que par les modèles de monétisation par la pub et de connaissance de votre profil. L'équipe d'État Lab m'a entendu le dire 17 fois, mais moi je m'en remets pas de la discussion avec la ministre de l'économie numérique du Togo qui me disait, dans mon pays, il n'y a pas de classe moyenne parce qu'il n'y a pas de cadastre. Et s'il n'y a pas ce geste de l'État qui norme, qui décrit et qui écrit le cadastre, le paysan qui possède une terre, il ne peut pas emprunter, il ne peut pas investir et il ne peut pas sortir de la pauvreté.
Donc la donnée, c'est ça aussi. C'est ce qui régule, c'est ce qui permet de se synchroniser, c'est ce qui rend liquide et maniable des choses qui sinon sont que matérielles. Et puis il y a les données personnelles. D'une manière ou d'une autre, il y a pas mal de gens sur Internet qui savent tout sur vous. Enfin moi, je le savais depuis 15 ans. Donc je savais que si on ne veut pas que quelque chose se sache, il ne faut pas l'écrire. Voire, il ne faut pas le dire. Mais ce qui me semble plus grave, c'est la capacité de prédiction, de l'analytique prédictive. C'est qu'on va savoir sur vous des choses que vous ne savez pas encore. Je pense qu'on ne pourra plus protéger la vie privée seulement par le secret. Et qu'il va falloir inventer des manières de protéger la vie privée autrement que par le secret. Et parfois on sait faire. On a inventé la séparation des pouvoirs, on a inventé un certain nombre de principes de l'état de droit qui n'étaient pas fondés sur l'inexistence du savoir. Et puis il y a une troisième grande préoccupation, c'est la souveraineté de l'économie française. Sommes-nous toujours maîtres de notre destin? Et c'est vrai que si quelque part ces géants du numérique prennent le pouvoir sur l'industrie, s'ils arrivent tous d'une seule zone géographique, sous un seul régime juridique, avec une seule vision de la vie privée, etc., on a des soucis à se faire. Et là encore, je suis désolé, on n'a pas de réponse. La peur est fondée. Quand vous faites du kayak, si vous allez moins vite que le courant, vous êtes pratiquement sûr de vous prendre le rocher, quoi.